Comme vous le savez, il existe de nombreuses méthodes d'éducation canine et la question se pose de savoir comment choisir. Est-ce qu'il y en a une qui est meilleure que l'autre? Est-ce qu'il y a un critère pour choisir ce qui fonctionnerait mieux? Eh bien, je vous propose, pour essayer d'aborder cette question, de nous écarter un petit peu des chiens et de nous intéresser à un autre animal, le cheval. Il se trouve que j'ai beaucoup éduqué de chevaux et que j'ai là aussi quelques idées d'éducation des chevaux, m'ayant d'ailleurs beaucoup servi lorsqu'il s'agit des chiens. Mais nous reviendrons sur cette question plus tard. Bon, en quelques mots, sachez que les chevaux, comme d'ailleurs les chiens, et comme tous les quadrupèdes, marchent et trottent de manière symétrique. C'est-à-dire que lorsqu'ils ne sont pas blessés, lorsqu'ils n'ont pas mal, leur trot et leur galop est symétrique. Leur trot et leur pas sont symétriques. Ce qui n'est absolument pas le cas du galop. Le galop est toujours asymétrique, c'est-à-dire que vous avez en permanence, pour simplifier, l'antérieur droit ou l'antérieur gauche qui est en avant du reste du corps. Quand un cheval galope à droite, il a l'antérieur droit qui se pose en premier à droite, et quand il galope à gauche, il a l'antérieur gauche qui se pose en premier à gauche. Le galop des quadrupèdes, c'est valable pour les chiens, n'est jamais symétrique. D'ailleurs, tous les cavaliers savent très bien cela, pour une raison bien simple, c'est que lorsque vous voulez travailler faire travailler un cheval sur un espace restreint, s'il galope à droite, il peut tourner à droite, et s'il galope à gauche, il peut tourner à gauche. Bien entendu, il peut, en galopant à droite, tourner quand même à gauche, mais cela lui demande un gros effort, et il risque en plus de buter. L'intérêt de cette remarque, c'est que on doit donc apprendre très vite, quand on débute en équitation avec un nouveau cheval, à le faire galoper à droite ou à gauche afin de pouvoir orienter sa course lorsqu'il va tourner, encore une fois, à droite ou à gauche. Lorsque le cheval passe du galop à droite au galop à gauche, on dit qu'il change de pied. Il doit pouvoir changer de pied à la demande. De plus, on peut partir au galop à droite ou à gauche et demander au cheval de partir au galop depuis l'arrêt à droite ou à gauche selon ce que l'on souhaite. Il se trouve que nombreux sont les spécialistes, les grands cavaliers, surtout au cours du siècle précédent et encore plus au XIXe siècle, qui ont écrit des quantités de théories et d'ouvrages théoriques sur l'équitation et notamment sur le départ à droite ou à gauche. Ils expliquent que pour obtenir le galop à droite, par exemple, on doit passer sa jambe droite de telle manière par rapport à la sangle, la main gauche, la jambe gauche un petit peu en avant ou en arrière, et les mains d'une certaine façon. Jusque-là, rien d'étonnant. Mais ce qui est extrêmement étonnant, je ne vais pas vous expliquer plus longtemps comment on enseigne de galoper, de partir à droite ou à gauche, mais ce qui est extrêmement étonnant et qui moi m'a toujours sidéré, c'est que l'auteur A vous expliquait que pour partir à droite, il faut avoir la jambe comme ceci, l'autre jambe comme cela, les mains comme ceci, et vous pouvez trouver un autre grand auteur vous décrire exactement la même chose, mais le résultat, vous dit-il, c'est que le cheval part à gauche. Alors, vous dites, c'est pas possible, j'ai mal lu. Vous relisez et vous voyez bien que l'auteur A décrit pour partir à droite ce que l'auteur B décrit pour partir à gauche. Alors, vous pouvez penser que les écrivains se sont trompés. N'espérez pas ça, ce sont des gens très sérieux, qui se relisaient, qui savaient très bien rédiger. On peut aussi penser que l'un des auteurs, Cavalier,
obtenez de meilleurs résultats que l'autre, mais d'après ce qu'on peut avoir comme information des contemporains, il semble que non, et que les résultats étaient d'une qualité égale. Alors, comment comprendre? Cette question m'a tellement interpellé que j'ai décidé d'aller au bout de la logique. J'ai éduqué 2 poulains, l'un avec la méthode, disons, grand A, l'autre la méthode B. Eh bien oui, les faits sont là. Très rapidement, chacun des poulains a appris à partir sur le bon pied, sans jamais d'erreur, mais chacun avec une autre méthode à l'opposé de l'autre. C'est ainsi que j'ai acquis la conviction suivante. Les chevaux ne font pas ce que nous souhaitons qu'ils fassent parce que nous utiliserions telle méthode, mais parce que, au moyen de cette méthode, ils ont compris ce que nous attendions d'eux. Dit autrement, les chevaux seraient beaucoup plus intelligents que nous et se diraient derrière leurs oreilles, « Ah ah, j'ai compris mon gaillard, quand tu te tortilles et que tu te trémousses de telle manière, c'est que tu attends de moi que je fasse ceci ou cela. Et moi, je le fais, sans doute parce que je suis gentil, mais plus encore parce que j'ai compris que si je fais ce que tu veux, tu finiras par te lasser et me laisser en paix. » Cela est si vrai que pour finir, communiquer avec son cheval, on peut le faire avec une économie de gestes étonnamment sidérante. À la fin, la simple façon de tendre un peu le rein, ou mieux, l'idée d'une certaine tension du rein, et vous êtes compris au quart de tour par le cheval, un peu comme un danseur n'a pas besoin de longues explications pour faire virevolter sa partenaire. Et, au fond, ça n'a rien d'étonnant. Si l'on analyse ce que nous savons des comportements, il n'y a rien d'étonnant. Un être vivant, on le sait, peut être considéré comme une sorte de répertoire comportemental, et tous les comportements ne demandent qu'à s'exprimer. Un cheval un peu généreux veut de toute façon exprimer des comportements, tous les comportements de son répertoire, actuel et potentiel. Quand nous croyons dresser un poulain à tel mouvement, en réalité, nous facilitons tout au plus l'expression du comportement que nous privilégions, au détriment de tous les autres, et le poulain agit non parce que nous le croyons, parce qu'il obéirait, mais parce que nous lui laissons à ce moment la liberté encouragée d'exprimer le comportement que nous croyons suggérer. Autrement dit, à un moment donné, le poulain peut exprimer un comportement et il sent que ce comportement, que le fait d'adopter ce comportement nous fait plaisir et cela l'encourage et lui suffit à son bonheur. Les moyens que nous utilisons peuvent donc au mieux aider à nous faire comprendre, mais ils ne sont que des moyens, des outils. Et c'est prétention que de leur attacher autre chose que cela. Un outil n'est pas une fin en soi, un outil cela se jette, ça se casse, ça se répare, ça se remplace. Parfois un inventeur un peu plus malin que les autres invente un nouvel outil qui démode les anciens. Mais s'il se produit que certains préfèrent garder leurs vieux outils, les trouvant plus commodes, qu'importe. Eh bien, ce que j'ai découvert sur les chevaux, avec les chevaux, je l'ai constaté aussi avec les chiens. Bien sûr, je ne sais pas si quelqu'un a essayé d'apprendre à son chien à galoper sur un pied ou sur l'autre, mais je suis persuadé que les processus qui conduisent à obtenir d'un chien qui produise ou ne produise pas tel comportement à tel moment sont rigoureusement les mêmes que ceux que l'on utilise, par exemple, pour éduquer les chevaux. Je mets éduquer entre guillemets, car si vous m'avez suivi jusque-là, vous avez bien compris combien je crois ce terme inapproprié si l'on tient compte du sens que l'on donne à ce mot généralement. Dit donc autrement, les chiens ne font pas ceci ou cela parce que nous utiliserions telle ou telle méthode,
les chiens font ceci ou cela parce qu'ils ont compris que s'ils font ceci ou cela à tel moment, cela va nous faire plaisir, et au fond, le chien, ce qui lui fait plaisir, c'est de nous faire plaisir. Tous ces détours pour essayer de vous faire partager cette conviction. Les méthodes utilisées par les éducateurs d'animaux, appelez-les comme vous voudrez, ce n'est pas mon projet aujourd'hui, éducateur, dresseur, peu importe, non coach, et que sais-je encore, comportementaliste, non de valeur, non que valeur de méthode, et ne sont pas évangiles. Des méthodes peuvent parfois se contredire, qu'importe, des outils, pas autre chose que des outils. Dit autrement, les méthodes, peu importe, souvent, ce qui compte, c'est d'arriver à dialoguer et à se faire comprendre de l'animal. Ce qui me semble en effet très important de vous l'avoir signalé d'entrée. Dresseurs de chevaux, de chiens, dresseurs de cirque, éducateurs et autres comportementalistes, c'est toujours avec passion que je les vois exercer. Mais il y a longtemps que j'ai appris à relativiser les enseignements que l'on peut en tirer. Vous-même, si vous vous intéressez par exemple à l'éducation canine, ce qui est certainement le cas si vous m'écoutez en ce moment, ne faites pas l'erreur de trop vous attacher à un modèle, à une école, à une manière de faire. Voyez-en plus que vous pouvez. Notez les différences et les contradictions. Attachez-vous à ne faire votre Bible d'aucune d'elles. Règlement de tant d'éducateurs qui se persuadent avoir réinventé la roue. Et soyez persuadés, bien au contraire, qu'on n'apprend jamais rien à un animal qui ne sache faire déjà, et qu'on ne lui impose jamais de gestes qu'il n'ait envie de produire. On peut quelquefois lui interdire certains gestes, mais on ne peut pas lui apprendre un geste qu'il ne sait pas déjà faire, et qu'il a envie, et qu'il ait envie de faire. Autrement dit, les moyens, les méthodes ne sont que des moyens. Il n'y a pas dans ce domaine de religion à avoir. Il faut être extrêmement modeste et être... Alors, ma méthode d'éducation canine. Parler d'une méthode d'éducation après ce que je viens d'exposer vous paraîtra une fameuse contradiction. Il en serait ainsi si mon propos dépassait cet objectif, celui d'être tout simplement une illustration pratique. Il existe par exemple 1001 méthodes d'obtenir des chiens qu'ils finissent par adopter envers nous un comportement en général agréable. Et notre méthode n'est que l'une parmi les 1001 autres qui existent. Elle a certes fait ses preuves, mais les autres aussi. Elle a été utilisée avec profit par nombre d'éducateurs formés chez nous et permis à plusieurs milliers de chiens et de maîtres une heureuse complicité. Pour autant, elle n'est que l'une des manières de faire. Alors pourquoi choisir d'exposer celle-ci plutôt qu'une autre? Moi je vais vous le dire franchement, bien que j'ai étudié beaucoup d'autres manières, toujours avec la même passion, c'est tout de même la nôtre, je dois vous l'avouer, que je connais le mieux. Donc je préfère vous exposer ce que je connais, sachant que, bien, vous ferez votre propre religion et vous aurez votre propre manière de faire. Cependant, vous le verrez, tout au long de mes exposés, je ne manquerai jamais l'occasion de vous signifier d'autres moyens, car encore une fois, je ne veux pas que vous considériez l'éducation canine comme une sorte de religion, mais bien comme une succession de moyens permettant d'arriver à un résultat qui fasse plaisir à un chien et plaisir à son maître. Heading about the place I roam, never feeling quite my own. Somehow get the feeling I don't fit in, but I know that I'll be coming home to you. And you know that I'll be driving home to you.
1,000 miles seems far to a man who hasn't fallen quite as hard as I did for